Bienvenue dans le Processus Talk, nouvel épisode aujourd'hui. Déjà, petit teaser de nouveaux podcasts avec des intervenants arrivent. Oui. Incessamment sous peu. Beaucoup. On dit ou pas qui? Beaucoup, oui, on peut y aller. On aura Cindy de Elite Mentorat, donc qui va très certainement nous parler de sujets encore passionnants sur l'entraînement, sur l'humain, sur le mindset et puis possiblement l'entrepreneuriat aussi. En fait, je pense que ce sera un des podcasts où on parlera le moins de sport, mais de tout ce qui entoure le sport et l'entraînement. Et ouais, c'est pour ça que l'humain, je pense, ça définit bien donc le podcast. La thématique du podcast qu'on aura. Et puis un autre qu'on va tourner, pareil, très prochainement avec Saverio Lamenta, qui est mon mentor. Donc ça j'ai hâte de tourner cet épisode. Ouais, moi aussi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais que je connais quand même moins que toi. Je l'ai rencontré plusieurs fois, mais voilà, il m'a toujours eu ce truc un peu inspirant de Saverio. Donc bon, hâte de tourner ce podcast aussi. Et un intervenant, on va pas vous dire qui c'est, mais qui compte beaucoup pour tous les deux, qui a un sens important quand même. Ouais, c'est clair. Vous verrez tout ça dans le moment venu, sachant que là, les podcasts sont déjà programmés, le tournage des podcasts est déjà programmé, mais on vous fera un petit peu patienter, donc je pense que vous avez bien 2-3 mois avant d'avoir vu ces 3 épisodes. Petit instant promo? Instant promo, moi personnellement je suis en plein dans un projet personnel de coaching. Donc vous aurez les informations nécessaires quand le projet sera un petit peu plus avancé. D'un point de vue préparation pour tes objectifs en sport d'endurance pour l'année 2024, il me reste encore une seule place de coaching. N'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu as envie d'être accompagné pour tes objectifs de performance. Et toi Nathan? Et moi du coup, je travaille sur mon premier programme articulation spécifique autour du genou parce que j'en ai marre de voir des sportifs, des athlètes qui sont freinés dans leur performance à cause de gênes, à cause de restrictions, à cause d'anciennes blessures qui ont été maltraitées et qui du coup ne peuvent pas performer. Donc ça arrive très prochainement, normalement fin avril. J'ai une place de suivi à distance qui s'est libérée et puis je propose 2 places de coaching en présentiel sur Genève. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, n'hésite pas, les liens sont dans la description, tu nous contactes et on taffe ensemble. Ensemble, d'ailleurs, le mot ensemble. Il nous reste une seule place qu'on n'a toujours pas réussi à booker sur un sportif d'endurance qui voudrait être à son apogée et prendre en charge sa préparation de A à Z avec la programmation et la planification de ses entraînements en extérieur et la préparation physique, le développement de la mobilité articulaire, le traitement des douleurs. Donc tout ce côté-là sera plutôt avec Nathan et toute la partie planification, programmation avec moi. Si tu es intéressé par ce genre de service en collaboration, plus jamais fait, Train to Summit, contacte soit Nathan, soit moi, soit contacte-nous dans l'adresse email du Processus Talk. Et puis franchement, ce serait un plaisir de t'accompagner. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait et c'est parti comme du petit pain, mais là on n'arrive pas à vendre cette place, donc c'est la tienne, c'est la tienne. Fonce. On y va? Bien, aujourd'hui, le thème de notre podcast, c'est le fait de ne pas être marié à des exercices. Et je démarrerai avec une citation de, je ne sais pas si elle est de Kevin, mais en tout cas moi c'est de Kevin que j'ai entendu. Kevin K-Swiss, checkez le podcast avec lui. Épisode 13. Où il nous a dit Methods are many, principles are few. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de méthodes et pas beaucoup de principes dans l'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de manière générale dans l'entraînement, il y a des principes qui sont assez fondamentaux. Ok? Et donc, par exemple… quels sont ces principes fondamentaux, quelques-uns? On en a déjà évoqué quelques-uns. Les principes de spécificité, toutes ces choses-là. Et ça fera partie d'une série de podcasts, les principes fondamentaux, qu'on va continuer de tourner au fur et à mesure. Mais si je devais donner un exemple très simple, c'est, tu sais que si tu t'entraînes à soulever de la charge avec une certaine proximité de l'échec, tes muscles vont grossir. Tu vas hypertrophier tes cellules musculaires. Ça, c'est un principe qui est fondamental. Maintenant, il y a plein de méthodes différentes pour arriver à ce résultat.
tu vas pouvoir rajouter du tempo, tu vas pouvoir faire des séries en cluster, tu vas pouvoir travailler sur des séries longues, sur des séries courtes, faire que de l'excentrique. Il y a plein de méthodes différentes pour arriver à ce même résultat. Et ce même résultat, il est régi par un seul et même principe fondamental. Ouais. Fondamental. Un principe. Ouais. Un principe. Pour une fois que c'est moi qui te corrige. Donc là où je veux en venir, c'est qu'au final, prenons un squat. On parle souvent du squat, mais j'aime bien le squat. En fait, c'est l'exercice, on va dire roi, mais qui n'est absolument pas roi en fait. Souvent, ça fait un peu partie du top 3 parce que je pense que ça fait partie des exercices les plus démocratisés en fait avec le SBD, là, le powerlifting. Donc squat, bench press et deadlift. Donc bref, restons sur notre squat. Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec un seul et même exercice, on peut travailler 1 milliard de trucs différents. Mais c'est réel, c'est réel. Enfin, comme ça peut paraître extrapolé, dire on peut travailler 1 milliard de choses, mais c'est vrai en fait. Ah bah absolument. C'est que en fonction de quelle méthode tu utilises, quelle modalité tu vas rajouter, tu vas pouvoir travailler différemment, tu vas pouvoir cibler le signal d'adaptation sur la force, sur le muscle, sur des tissus peut-être un peu plus spécifiques, des tissus conjonctifs, donc les tissus qui sont autres que le muscle, on va dire. Donnons un cas concret. Par exemple, tu fais une 1 à 3 RM, okay, en back squat, bah là on est typiquement sur du nerveux, on veut développer ta force. Ouais. Okay. C'est des adaptations qui vont être, du coup, comme l'a dit Nathan, plus nerveuses, parce que le temps sous tension n'est pas assez long. La charge est en général élevée, donc tu habitues ton corps à créer un maximum de force. Donc voilà, c'est pas pareil que si on part sur du 8 RM où les adaptations vont être différentes par exemple. C'est pas que tu vas pas avoir de nerveux, mais la part d'adaptation sera davantage structurelle sur la taille de tes cellules musculaires. Encore une fois, tout est continuum. C'est pas parce que tu fais du 8 RM que tu n'as pas d'adaptation nerveuse. Absolument. Comme c'est pas parce que tu fais du 1 ou 3 RM que tu n'as pas d'adaptation tissulaire et musculaire. Tout est un continuum. C'est juste tu vas manager des curseurs plus ou moins hauts. Mais tu ne peux pas avoir tous les curseurs en haut. Le plus simple à comprendre, et on l'a déjà exposé dans un podcast, c'est le volume et l'intensité. Tu ne peux pas avoir un volume élevé et une intensité élevée. Tes curseurs, ils vont être automatiquement à l'inverse. Si tu as une intensité élevée, tu as un volume faible. Un volume élevé, une intensité faible. Voilà, c'était juste un petit rappel. C'est pareil pour les adaptations que tu vas créer. Si tu veux créer une adaptation, tu vas être obligé de laisser de côté certaines autres adaptations. Et tu vois, si on reste sur des adaptations en force, ben là, je t'ai proposé de faire un 1 à 3 RM, mais tu peux très bien faire de l'excentrique supramaximal. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets un poids supérieur à ce que tu es capable de remonter en squat, okay, et tu vas simplement freiner ta descente et tu vas avoir ces adaptations nerveuses qui vont te faire gagner en force et pour autant, la méthode qu'on utilise n'est pas la même. C'est pas pareil. C'est de la preuve. Déjà, tu fais pas le même exercice. Voilà, et puis tu fais le même exercice, pardon, mais c'est pas la même. Voilà, c'est pas la même modalité de réalisation. Et du coup, tu peux jouer sur tous ces paramètres, peu importe ce que tu cherches à faire. On pourrait très bien faire de l'hypertrophie sur une fourchette de 6 à 8 reps, mais aussi sur une fourchette de 20 à 30 reps. Mais aussi sur une amplitude totale ou sur une amplitude partielle, en utilisant toujours le squat. En fait, c'est juste à toi de manier en fonction de tes objectifs. Donc, pour le squat, comme tu l'as bien dit sur la force, on peut utiliser le squat pour développer une qualité physique ou pour un même objectif. Mais avec ce squat et ce même objectif, tu peux même utiliser différentes méthodes qui vont t'emmener au même résultat potentiellement. Et j'ai même envie de te dire qu'une méthode va plutôt fonctionner sur une personne. Ouais. Une méthode plutôt fonctionner sur une autre personne. Et voilà, en fait, c'est pas une conclusion, mais c'est qu'en mode, tu peux tout faire avec une seule chose. C'est ça. Et puis de toute façon, comme on l'a déjà dit, il n'y a jamais de certitude de résultat. Jamais. On sait ce qui a marché sur toi ne va pas forcément marcher sur moi. Et ça, on l'a déjà assez répété, je pense, dans ce podcast. Mais même, tu vois, on peut même venir faire du travail sur
Sur les articulations, si par exemple on fait un squat excentrique en excentrique quasi isométrique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Okay. Donc ça veut dire que on va venir juste freiner la descente. Enfin, c'est pas freiner la descente, c'est qu'on va chercher à bloquer une position voilà. Et là, avec la fatigue, l'effort qui va s'accumuler, et ben la charge va nous contraindre à descendre. Tu vas forcer toutes tes forces, mais tu n'as plus assez d'énergie, plus assez de force pour maintenir cette position et tu vas descendre progressivement. Voilà, par exemple, tu dois tenir ton quart de squat, ok, tu arrives à tenir, et puis au bout de 30 secondes, ça commence à être difficile. Toi, tu as toujours cette intention de rester le plus haut possible dans ton quart de squat, voilà. Mais la charge est tellement lourde qu'elle est en train de te pousser vers le bas. Et malgré tout, tu balayes, tu vois, toute cette amplitude-là, toujours en gardant cette intention de pas être contraint par la charge, de ne pas céder sous la charge. Et si ça peut t'aider, pense à quand tu fais une chaise et que ça devient super dur et que tes fesses descendent progressivement. Voilà, voilà, c'est ça. Et donc, ça va nous permettre de créer des adaptations sur des tissus un peu plus articulaires, si je puis dire. Okay, il y aura des adaptations sur le muscle, mais il va aussi y avoir des adaptations sur ton articulation. Et ça, ça peut être quelque chose qu'on va placer, par exemple, dans mon programme genou qui sortira bientôt, ou même dans le cadre d'une réathlétisation ou dans un entraînement pour améliorer ta mobilité, réduire tes douleurs, etc. Donc, là, vous allez nous dire, ouais, en fait, les gars, vous nous dites de ne pas être marié à un exercice, mais vous êtes marié à un exercice parce qu'on a parlé que du squat. Mais non, justement. En fait, c'est qu'on n'est pas marié à des exercices, on est marié à des principes. Ouais. Et à partir du moment où tu as compris ces principes fondamentaux, et en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu veux cibler, quelle articulation, quel tissu, tu peux faire n'importe quoi. N'importe quoi. Réellement, tu peux viser ce que tu as envie de viser. Absolument. Et puis, pour en venir juste sur le squat une dernière fois, parce qu'on a parlé d'un objectif, d'un exercice et qu'on peut manier la méthode utilisée, mais au sein même du squat, tu peux même manier la position de tes pieds, les contraintes que la personne doit utiliser dans ce squat. Si tu veux qu'elle mette la barre plutôt bas dans ses épaules et qu'elle incline le buste vers l'avant, c'est toujours un squat. Mais ce n'est plus les mêmes adaptations que si tu lui demandes d'avoir la barre en haut de ses épaules et d'essayer d'être le plus droit possible en avançant ses genoux vers l'avant. Tu vois ? Alors qu'au final, c'est toujours un squat. C'est juste en fonction de ton objectif et de ce que tu as envie de cibler précisément, tu peux même manier la position de tes articulations dans l'espace, la manière de réaliser l'exercice, un seul et même exercice, tu peux décider de le réaliser de telle ou telle manière et ça te donnera plus ou moins de résultats sur telle partie de ton corps ou plus ou moins de résultats sur X partie de ton corps. Sachant que ça, pour s'en rendre compte, c'est le principe du testing en fait. C'est que observer un squat, c'est bien. Ouais. Mais si tu observes un squat en laissant la personne le faire comme elle veut le faire. De manière instinctive. Voilà, tu de dis manière juste fais un squat. Fais un squat, exactement. Tu ne donnes pas plus de consignes que ça. Voilà, c'est ça. Tu vas vraiment avoir quelque chose de réel par rapport à son corps à elle. Ouais, elle va faire avec ce qu'elle a. Voilà, c'est exactement là où je veux en venir. Alors que si tu dis, bon maintenant pour le squat, tu dois laisser avancer tes genoux le maximum vers l'avant. Ah non, mais c'est dangereux ça. non, évidemment, c'est pas dangereux, il y a plus besoin de démonter ce mythe. Bref, imagine, tu obliges la personne à avancer ses genoux loin vers l'avant, tu vas modifier son mouvement, donc modifier la biomécanique en fait. La biomécanique. Et donc tu vas altérer certaines choses et il y a d'autres choses qui vont ressortir. Par exemple, on peut donner un exemple. Moi, voilà. Par exemple, j'ai une mobilité de cheville pas très bonne pour squatter, et j'y travaille d'ailleurs. Il faut bien que je montre l'exemple. Hein. Ouais, si ça fonctionne sur nous, pourquoi pas sur vous en vrai. Donc, j'ai une mobilité de cheville qui n'est pas très bonne, ce qui fait que quand je squatte, j'ai mes tibias qui restent assez verticales. Ça veut dire que verticaux, putain, j'ai du mal. Hein. Ça veut dire que mes genoux n'avancent pas beaucoup, ils ne dépassent pas vraiment la pointe de mes orteils. Ouais. Et qu'est-ce que ça crée ça quand je fais mon squat ? Ça veut dire que quand je fais mon squat, j'ai un squat qui est plutôt à dominante hanche. Ça veut dire que je vais beaucoup pousser avec mes hanches, donc avec mes fessiers, pour faire simple, et moins avec mes genoux. Et d'ailleurs, alors que si on faisait
un squat, toi par exemple, tu as une très bonne mobilité de cheville. Ouais, mais d'ailleurs, c'est là où j'allais en venir. Du coup, au final, toi, tu sens énormément tes hanches et tes fessiers. Ah ouais, moi après une séance de squat, j'ai le cul éclaté. À chaque fois, ouais, mais à chaque fois, c'est ce que tu me dis. Tu me dis, mais moi, je sens pas les cuisses. Jamais. Et à l'inverse, comme tu l'as dit, moi, j'ai une putain de mobilité de cheville. Donc il a les genoux qui peuvent beaucoup avancer par rapport à ses orteils, toujours en gardant le pied à plat. Ouais. Et du coup, toi, tu travailles, tu as un squat, ce qu'on appelle la dominante genou, Voilà, donc il pousse beaucoup plus avec ses cuisses, avec ses quadriceps. Et donc, l'adaptation n'est pas la même. Et du coup, c'est l'inverse. Moi, je sens tout dans les cuisses et moins dans les hanches, dans les fesses. Et du coup, on revient à comment manager l'exercice. Simplement, si moi, je veux potentiellement utiliser le squat pour cibler la chaîne postérieure et les fessiers et les hanches, je fais du low bar, j'incline le buste vers l'avant. Et toi, à l'inverse? Moi, je mettrais une talonnette sous mes pieds pour pouvoir avoir accès à plus d'amplitude et faire avancer davantage mon genou. Plus d'amplitude au niveau de quelle articulation? Au niveau du genou. Ouais, voilà. Plus de flexion de genou. Voilà, ok. Donc, pour nous, ça nous paraît logique, mais c'est juste, pour les auditeurs, c'est juste, essayer de trouver quelque chose qui va te permettre d'aller là où tu n'as pas l'habitude d'aller, où ton corps n'a pas les solutions pour y aller. Et puis après aussi, si toi, tu n'arrives pas à le faire, en fait, dis-toi juste que c'est un travail, ok? Ouais. et que nous, on pratique, on a étudié ça, on se forme en continu, justement pour avoir cette analyse et cette vision la plus précise et pour répondre à tes objectifs de manière efficace, en fait. Ouais, parce qu'il y a un truc qui me vient en tête là, c'est un squat, en réalité, il y en existe 8 milliards. Ah bah oui. Vu qu'on est 8 milliards sur Terre, il y a 8 milliards de squats. Mais tu vois? Ouais, c'est vrai. Tu vois, au final, c'est la meilleure phrase pour dire que pour un exercice, tu peux cibler plein de choses différentes. Ah bah bien sûr. Ah c'est sûr. C'est sûr. Je sais pas pourquoi ça m'est venu en tête. Et du coup, c'est pour ça que le squat, d'ailleurs, c'est un outil qu'on utilise dans nos testings articulaires. Ouais. Sans donner d'informations. Sans donner d'informations, c'est juste à la personne, ok, fais des squats. Et nous, ça nous donne des infos de regarder, de filmer, de re-regarder a posteriori la vidéo. Et au pire des cas, si je vois, je suis pas sûr d'une information, là je te donne une consigne pour confirmer ce que j'ai pu observer. Mais en aucun cas, moi je commencerai par donner une information. Parce que sinon tu biaises la personne direct. Elle va utiliser ton information et c'est pas juste. Donc en fait, tout ça pour en venir au-delà de parler du testing, c'est toi sur les réseaux sociaux ou quand un coach te dit fais cet exercice pour ça, fais ça pour ça. Ou de cette manière, non en fait, ça fonctionne pas. Ouais, c'est comme, tu sais, il y a par exemple Delavier. Ouais. Tu sais, Delavier, il travaille, je ne sais pas s'il travaille avec la marque La Rock Fitness ou si c'est lui qui a créé cette marque. Aucune idée. Je suis pas sûr de cette information, mais en tout cas, je sais que Delavier est lié à La Rock. La Rock vend du coup du matériel de musculation. Ils ont quand même sorti un banc en forme de T, ok, pour pas que tes coudes descendent trop sur le bench parce que soi-disant ça te blesse à l'épaule. C'est pas le développé qui te blesse, à l'épaule. C'est que tes épaules sont pas prêtes à faire ce mouvement. Ouais. Donc tu nous connais, on va juste te dire d'entraîner tes épaules pour pouvoir faire ce mouvement. Si tu as envie et besoin de faire ce mouvement. Mais là où je veux en venir, c'est que dans le fond, je trouve que ce banc, il est nul. Déjà parce qu'il entretient un discours nocebo. Mais surtout parce qu'en fait, il n'y a pas une seule façon de faire un développé couché. C'est qu'il y a aussi une part un peu de génétique et d'anatomie. Dans les dernières stories de Alexis Beck, il en a beaucoup parlé dernièrement. Tu sais, lui, il dit qu'il a des clavicules courtes, donc des pectoraux qui sont assez courts. Donc, mécaniquement, ils ne sont pas avantagés et il est plus fort en épaules et en triceps. Et moi, je me suis rendu compte que c'est la même chose. Fais-moi faire du bench avec une prise de main assez large, plus large que mes épaules ou largeur d'épaule. Je suis très faible. Ouais. Par contre, tu me fais faire un close grip. Ouais. Tu me fais faire un close grip où je vais pousser très fort en épaule, très fort en triceps, et je vais soulever beaucoup plus lourd que sur cette prise large. Pourquoi hein? Du coup, pourquoi? Parce que déjà parce qu'il y a des facteurs anatomiques, et aussi des facteurs que j'ai moins entraîné cette prise large dans toutes mes prises, dans toutes mes séances d'entraînement.
vu que j'ai fait pas mal de street workout à un moment, bah, tu as beaucoup plus de close grip que de wide grip. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir là-dedans. C'était de parler de la machine entre tes épaules plutôt que… c'est que du coup, cette machine-là te contraint à bencher, à faire du développé couché d'une seule façon. Ouais. Et en fait, je trouve ça nul. Et parce que, en fait, Parce qu'encore une fois, il y a 8 milliards de développés couchés. Bah, ouais, exactement. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il y ait 8 milliards de bancs à développer couché, tu vois. Alors, c'est sûr qu'on pourrait faire des groupes, des catégories. Il y a des gens qui benchent plus comme ça, d'autres plus comme ça. Moi, typiquement, un bench qui est instinctif pour moi, c'est un bench avec un grip relativement serré, largeur d'épaule, même un peu plus serré. Alors que peut-être que Gianni, il va bencher un peu plus large parce que… peut-être pas, c'est un exemple, ok? Je bench souvent, c'est pour ça qu'il dit ça. Et du coup, parce que c'est aussi ce qui est naturel et ce qui, de par son anatomie, l'avantage comme ça en fait. Ouais. Ton corps va chercher la force là où il est fort en fait. Mais ça veut pas dire que tu peux pas aller la développer ailleurs. Surtout pas. Et c'est ça en fait qu'il faut comprendre et qu'on te dit de ne pas être marié à des exercices. Et en fait, tu peux tout faire. Ouais, au final, si on reprend ton exemple de close grip, tu pourrais très bien développer ton mouvement de poussée horizontale avec du close grip en bench, mais aussi en HSPU, mais aussi en… non, du coup, parce que c'est vertical, mais plutôt en pompe. Et au final, tu te retrouves sur le même pattern. Ouais, moi, il y a ce truc très pratique que j'aime utiliser dans mes coachings ou que je donne à mes clients en ligne, c'est le IAT. Ah, je pensais que tu allais parler de ça, ok. C'est le IAT prend un mouvement de développé couché, par exemple avec des haltères. Le IAT, ça veut dire que tu vas faire ta poussée en I, donc c'est quand tu as les coudes près du corps. Le A, tu vas avoir les coudes un peu plus ouverts qui forment un angle de 45 degrés par rapport à ton buste. Okay. Et le T, c'est que tu vas pousser avec les coudes encore plus ouverts. Alignés aux épaules. Voilà, alignés aux épaules. Donc ça veut dire que ton coude par rapport à ton buste fait un angle de 90 degrés. Et tu vas pouvoir travailler comme ça. Okay. Et ça te permet de ne pas te marier à un exercice, à un seul angle. Et du coup, tu vas travailler tes muscles différemment, mais aussi tes autres tissus de ton articulation différemment. Et si même ensuite tu joues sur le IAT et sur l'inclinaison de ton banc, en fait, milliers de positions. En fait, les combinaisons sont presque infinies. Oui. Et donc, avec un exercice, tu peux faire 1 milliard de choses. Donc attends, parce que là, tu as parlé, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, eux, dans leurs entraînements Le IAT. Ouais, mais au-delà du IAT, parce que là, du coup, on a pris un exercice, le bench. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as manié la position. Ouais, ça marche surtout, mais on va continuer sur le bench pour que ce soit plus explicite. Mais ça marche surtout, mais du coup, tu as manié la position dans l'espace avec l'inclinaison plus ou moins importante du banc. Mais du coup, au final, tu peux même le décliner et l'incliner. C'est ça que je vois. Donc, tu as un panel déjà énorme juste à ce niveau-là si tu gardes tout le temps la même position et tout le temps le même exercice. Mais maintenant, comme tu l'as dit, tu peux manier la position de tes membres. Donc, au niveau du IAT, comme tu l'as bien dit. On l'a dit juste avant, tu peux manier aussi la position de ton grip. Ouais. Donc là, tu as déjà trois combinaisons. Tu as 3 facteurs. Alors, IAT, ça marche pas trop avec une barre. Enfin, disons que ça va marcher si tu resserres tes mains ou plutôt grip serré ou grip écarté, ça va te permettre de viser différentes lignes de tissu. Mais du coup, là, tu as déjà plusieurs paramètres que tu peux marier. Puis au-delà de ça, c'est bien parce que tu as parlé de la barre et que le IAT, ça ne fonctionne pas trop dessus. Mais du coup, tu peux aussi varier l'objet utilisé. Donc la kettle, les dumbbells, la barre. Il y a là aussi la Swiss bar. Oui, la Swiss bar là, avec tous les grips différents. Voilà, au milieu, exactement. Enfin, tu peux faire l'unilatéral. Tu peux faire de l'unilatéral. En fait, tu peux utiliser différentes méthodes. Tu peux cibler différentes adaptations et développer différentes qualités physiques. Ouais, c'est infini. C'est infini en fait. C'est que vraiment, et limite, là, on te parle juste du bench. Donc maintenant, tu prends le bench et tu peux, du coup, si on peut faire la même chose sur un développé militaire. Juste,
peut-être qu'on peut parler, tu vois, par exemple, du bas du corps. Tu m'as dit qu'il y a une cliente à toi avec qui tu avais fait du split squat en isométrie. Ouais. Et tu avais fait pendant je sais plus combien de semaines. Ouais, pendant 24 semaines. Bah, est-ce que tu peux nous dire les différentes consignes que tu lui as données et quelles intentions que tu avais derrière? C'est très simple. Donc juste split squat, c'est une fente, ok? Une fente que tu vas juste tenir en isométrie. Donc ça veut dire que ton genou devant est à 90 degrés, ton genou derrière est à 90 degrés. Ouais, et justement, et même pas. Parce que du coup, tu peux aussi manier l'amplitude du coup. Donc du coup, disons que c'est une fente que tu maintiens. Disons que le standard est là. Maintenant, toi, comment tu l'as fait varier sur ces 24 semaines et dans quels objectifs, si tu te souviens? Bon, l'objectif, c'était un cours, c'était pas avec une cliente, c'était un cours de renforcement musculaire. Okay. Donc l'objectif, c'était de travailler sur le bas du corps et surtout d'implémenter de l'isométrie de différentes manières. Ouais. D'accord? Et en fait, moi, j'ai fait les choses très simplement. J'ai commencé par manier l'amplitude de mouvement. Où est-ce que tu es fort, où est-ce que tu es faible. D'accord? Peu importe la personne, j'ai envie de te dire, globalement, on est fort en haut et faible en bas. Voilà, c'est ça. Ouais. Genre, ça m'étonnerait si demain, il y a une personne qui est plus forte en bas de son split squat qu'en haut, viens me voir. Non, je veux voir cette personne, mais ça me paraît impossible. Donc du coup, au-delà de fort-faible, tu peux le voir aussi d'une autre manière, tu peux voir les tissus raccourcis et les tissus étirés. Ok? Donc là, juste à ce niveau-là, moi j'ai commencé par tissu raccourci et position forte. Donc, tu n'avais pas le genou à 90 degrés, mais tu avais les hanches au-dessus de ton genou. C'est genre un quart de split squat, on peut dire? Voilà. Ouais, tu peux appeler ça comme ça, un quart de split squat, carrément. C'est exactement ça. Donc du coup, tu es fort à ce niveau-là, mais maintenant, tu peux, à ce niveau-là d'amplitude, tu peux le manier en isométrie yielding, donc ce que Nathan a expliqué tout à l'heure. Tu maintiens la position jusqu'à quand ça devient difficile et que tes jambes vont baisser progressivement. Ouais, l'excentrique quasi isométrique pour ceux voilà, excentrique quasi isométrique. Ou alors tu peux le manier aussi en split squat overcoming, isométrie overcoming. Donc tu te mets en position forte et tu viens forcer contre un support. Contre une résistance, ouais. Voilà, contre une résistance. Tu ne déplaces pas de charge, tu es toujours en isométrie, mais tu forces au maximal. Et du coup, juste avec cette position-là et ces deux méthodes différentes, j'ai pu développer soit la force max plutôt qui tire vers le concentrique en overcoming, soit la force maximale qui tire plutôt vers l'excentrique avec l'excentrique quasi isométrique. Et du coup, juste là, tu as déjà 8 semaines de programmation de fait. Ouais, bah ouais. En fait, tu peux varier les temps de maintien sur le yielding ou les temps de contraction sur l'overcoming. Et j'ai même envie de te dire, sur l'un ou sur l'autre, tu peux manier l'intensité. Comment? Sur le yielding, tu vas manier l'intensité avec la charge. Est-ce que tu prends plus ou moins lourd? Et avec l'overcoming, avec l'intention que tu mets de forcer à plus ou moins fort. Donc tu commences à 20% longtemps et puis après tu pars sur du 3 secondes à 100%. Ouais. Voilà. Donc tout ça, je l'ai manié à un quart de split squat. Et après, j'ai tout simplement réduit les amplitudes. Donc je suis allé dans des positions de plus en plus faibles, à 90 degrés. Et après, je suis même allé en déficit. Donc tu élèves la jambe à l'avant, tu peux même élever la jambe à l'arrière et te retrouver, moi j'aime bien cette métaphore, t'imagines que tu es sur un pont qui a cassé, tu as une rivière de crocodiles et mec, tiens, sinon tu te fais bouffer quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et du coup, après tu remanies pareil, tu peux forcer en bas de ton split squat. Et du coup, on peut revenir au dernier paramètre que tu peux manier. Là, on a manié l'amplitude, donc la position dans l'espace de ton exercice. Mais toi, je sais que tu le fais beaucoup et c'est d'ailleurs grâce à toi que je l'ai implémenté. C'est manier le membre dans l'espace. Ouais. Tu peux venir faire des rotations tibiales. Et oui, parce que ton genou tourne. Et oui, ton genou tourne. Donc voilà, tu peux venir implémenter des rotations tibiales. Dites-nous si ça vous intéresse, on fait un podcast sur le genou et sur ce que fait réellement ton genou. Okay, non, mais on s'en fout si ça les intéresse ou pas, on va le faire. Ok, on va le faire. Notre but, c'est de vous donner un maximum d'informations. Donc bon, voilà. Et donc tu peux manier la rotation tibiale, mais j'ai par la suite, sans même que tu me le dises, en prenant ce principe-là de manier ton corps dans l'espace, j'ai manié plus ou moins la flexion de genou ou l'inclinaison de hanche.
Ouais. Et voilà, simplement, tu as des dizaines et des dizaines de semaines de programmation. Et puis après, en fonction de l'intention, tu peux jouer sur la proximité de l'échec. Voilà. Donc du coup, la charge, est-ce que tu vas te charger avec une charge contrôle-latérale, avec 2 charges, avec une barre, avec une trap barre? C'est infini. En fait, je pense que là où il faut qu'on aille et qu'on leur explique, c'est qu'est-ce que tu dois faire en fonction de tes objectifs. On va commencer simplement. Si tu veux développer ta force max avec un split squat en isométrie, qu'est-ce que tu dois faire? À toi. Overcoming. Ok, overcoming. Donc tu dois forcer contre quelque chose. Mais je dois forcer contre ce quelque chose. Tout en bas de mon amplitude, tout en haut. Où est-ce que je dois forcer? C'est ultra compliqué de répondre à ça parce que en vrai, moi je trouve que c'est simple. En priorité, là où tu es le plus faible. Ouais, moi j'ai même envie de te dire là où tu as envie de devenir fort. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire en priorité, moi je dirais là où tu es faible. Mais ensuite, là où tu as besoin d'être fort. Ok, très bien. Là, tu as déjà l'information. Maintenant, je pousse longtemps ou pas longtemps? Pour la force max? Ouais. Non, tu pousses pas longtemps. D'accord, merci. Tu fais, allez, 3 à 6 secondes. Ok, super. Et à 20%? 3-6 secondes à 20%? Ouais, 20%. Ouais. Bien sûr que non, à 100%. D'accord. Contre cette résistance. Ok, et sauf que maintenant, si je veux développer, j'aime pas ce terme, mon endurance de force, toujours avec de l'overcoming, qu'est-ce que je fais? Tu vas pousser plus longtemps, mais un pourcentage d'intensité réduit. Et à quelle amplitude? Celle où tu as besoin d'être fort ou celle où tu es le plus faible. Voilà. Pose-toi ces questions à chaque exercice que tu fais. En fait, c'est ça. Moi, je mettrais quand même en ordre de priorité que avant de vouloir devenir plus fort là où tu es déjà fort, c'est mieux de travailler là où tu es le plus faible. Pourquoi? Parce que je pense que c'est là où le retour sur investissement est le plus important. Ça, on le répète assez souvent. Parce que c'est l'amplitude où tu es faible et où tu travailles le moins. Donc forcément, la moindre dose va te faire progresser beaucoup. Exemple concret. Allez suivre mes vidéos YouTube. Je fais du trail, je fais du vélo. Je n'ai jamais de flexion de genou maximale. Ouais. Jamais. Donc tu es très fort, on va dire, en quart de squat. Parce que quand tu pousses sur la pédale, ton genou il est à 90 degrés maximal. Quand tu montes une montée en trail, ton genou il est à 90 degrés de flexion maximale, voire un peu plus si tu fais des grosses marches parce que tu es dans un terrain escarpé. Et en descente, tu vas être tout le temps en quart. Ouais. Tu vois, une flexion elle est de 45 degrés. Ouais, quoi. Au mieux tu es en demi quoi. Du coup, pour ceux qui ont suivi mes vidéos YouTube d'entraînement, j'ai fait quoi? En prépa, tu as fait de l'amplitude complète. Voilà, j'ai travaillé en fin d'amplitude de flexion de genou. Voire même que de l'amplitude basse. Voilà. Ça pourrait être, dans son cas spécifique, faire du squat où il va travailler que de la position tout en bas jusqu'au squat parallèle. Ouais, ça pourrait être. Et tu fais des reps ici. Ça pourrait être. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi de l'ATG split squat, une fente où tu viens avancer le genou vraiment de manière prononcée très très loin en avant des orteils. Jusqu'à ce que ton mollet touche tes ischios. Voilà, et donc tu vas même rechercher à décoller le talon du sol. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'étais en amplitude maximale. Pourquoi? Tout simplement, comme on l'a expliqué avant, parce que j'y vais jamais et que sûrement je suis faible dans ces amplitudes. Et en plus de ça, j'avais des douleurs dans cette fin d'amplitude, donc j'ai travaillé là. Et peut-être là, c'est une vraie question. Ouais. C'est même si j'ai déjà un peu des éléments de réponse, mais tu vois, on parle justement de ta préparation. Parlons un peu de ce que tu maîtrises, le trail, la course. Est-ce que là aussi, il faut être marié à des techniques de course, par exemple? Ah, c'est intéressant ça comme question. Parce qu'au final, ça revient au même. Hein. Ouais, en gros, là où tu veux en venir, c'est un peu ce... est-ce qu'il faut courir avant-pied? Est-ce qu'il faut courir talon? Est-ce qu'il faut courir à 180 ppm? Est-ce qu'il faut courir à... Je dirais encore plus simple que ça, c'est est-ce que quand Kevin nous dit de courir comme ça, est-ce que je dois courir comme ça? Non. Ouais, selon moi, non. Okay. Non, parce que encore une fois, déjà, selon moi, la course à pied, c'est la chose la plus naturelle que l'être humain est capable de faire. C'est la chose pourquoi on est fait. Et j'aime bien penser en théorie de l'évolution quand on parle de course à pied. De base, on est dans la nature, déjà on est pieds nus, on n'a pas de semelle carbone, on n'a pas de mousse de 3000 cm, on n'a pas de... Enfin voilà, alors j'ai pas envie de revenir à cette époque-là, on faut vivre en son temps. Mais du coup, je pense que quand tu nais, tu apprends à marcher par toi-même, tu utilises une biomécanique que ton corps a décidé d'utiliser. Donc non, il n'y a pas de
de méthode à laquelle il faut se marier. Il n'y a pas une technique de course à laquelle il faut être marié. Il y a juste des principes qu'il faut comprendre. Que si tu augmentes ton nombre de pas par minute, tu auras moins de charge sur chaque pas. Si tu le diminues, tu auras plus de charge sur chaque pas. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si tu as plus de charge sur chaque pas, tu dois développer plus de force, donc tes articulations doivent être plus fortes. Ouais. Si tu diminues celle-ci, tu dois faire des plus petits pas, donc tu dois avoir une gestuelle d'une fréquence plus rapide. Donc tu dois être capable d'accumuler ce nombre de pas plus important. Puis ce qui se passe inévitablement quand tu augmentes ta fréquence de pas, c'est que ton amplitude diminue. Voilà. Et ça, typiquement, si tu fais ça avec un sprinter, ça marche pas. Ouais, ça marche pas du tout même. Ou alors tu veux qu'il augmente sa fréquence en gardant la même amplitude. Ouais. Et encore, je sais pas, je suis pas spé sprint. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit… Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, il faut pas être marié à une technique de course. Elle va dépendre d'un contexte. Et même, d'ailleurs, en fonction de facteurs anatomiques, encore une fois, je pense. Carrément, de facteurs anatomiques. En fait, j'ai même envie de te dire que dans la course à pied, le plus important, c'est ton objectif. Et tu as pris un extrême, le sprint. Maintenant, si on prend un ultra trailer, fais l'expérience par toi-même. Va sur YouTube, tu tapes vidéo sprint, tu regardes un sprinter courir. Tu tapes Kylian Jornet, tu regardes Kylian Jornet courir. Ils font tous les deux de la course à pied. Hein. Mais voilà. Je peux t'assurer qu'ils ne recrutent pas du tout les mêmes muscles, que c'est pas de la même façon. Et que je peux t'assurer que si Kylian Jornet court comme Usain Bolt, ça ne fonctionne pas. Et que si Usain Bolt court comme Kylian Jornet, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de technique de course universelle. Et un autre exemple, pour ceux qui connaissent, Courtney de Walter, c'est une ultra traileuse, tu connais pas, je crois, tu m'avais dit. Non, je crois pas. C'est une ultra traileuse qui a vraiment une manière de courir vraiment très spéciale. C'est-à-dire quand tu la regardes courir, tu te dis mais comment elle fait pour pas se blesser limite, tu sais. Tellement que c'est pas hors du temps, mais que c'est inhabituel de voir quelqu'un courir comme ça. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Comme si, tu vois Kevin quand il fait son pigeon squat. Ouais. T'as déjà vu? Ouais. C'est inhabituel. Ouais. La première réflexion que tu as, même si nous, on a maintenant conscience de s'entraîner dans des amplitudes pour devenir plus fort, la première chose que tu as en tête, c'est mais comment il fait pour pas se blesser? Si toi, demain, je te mets dans cette amplitude, je te mets 50 kg sur le dos et je te dis vas-y remonte, tu remontes pas et tu te pètes. Elle, quand elle court, c'est la même chose. Surcharge progressive. Tu te dis mais comment… Épisode 1. Épisode 1. Et maintenant, on est au 20 sur charge progressive et on espère être meilleur qu'avant. Mais tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est elle, quand tu la vois, c'est particulier. Et je peux t'assurer que si demain, tu as des gens qui courent comme ça ne fonctionne pas. Mais donc encore une fois, pour en revenir à la course à pied ou même aux techniques de pédalage sur le vélo, je pense qu'il n'y a pas de méthode universelle, que c'est un principe qu'il faut comprendre, que tu as des facteurs biomécaniques et comme tu as dit tout à l'heure morphologiques, qui vont être plutôt avantageux pour toi ou non. C'est ça. Moi, encore un exemple concret, personnellement, j'ai essayé de courir avant pied, j'ai tout de suite arrêté. Ça t'a fumé? Ça m'a déglingué les mollets. Moi, je me souviens que j'avais démarré à un moment de courir, mais vraiment avant pied. Je posais jamais le talon, quasiment. Ouais, avant pied quoi. Et les premières semaines, ça m'a défoncé. Après, j'étais bien. Adaptation. Et j'arrivais à courir. Alors, tu vas me rironner parce que de toute façon, je suis pas coureur, mais tu vois, des distances de genre 5-7 bornes comme ça. Ouais. Sans avoir de douleur avant. Mais est-ce que sur le long terme, ça aurait porté ses fruits? J'en sais rien. Aujourd'hui, je pense que naturellement, je cours plus médio-pied. Naturellement, c'est ça le mot. Mais c'est ça. Et d'ailleurs, si tu veux savoir comment tu cours naturellement, essaie de courir pieds nus. Tu cours, non mais genre juste 1 minute cours pieds nus, tu vas voir, le placement de ton pied n'est pas du tout le même que si tu as les Vaporfly, je sais pas quoi là. Vraiment? Où tu as 20 cm de semelle là et du coup tu fais une grosse attaque talon. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas le faire non plus. Non. Ça va dépendre de… En fait… Il faut pas être marié à des modalités, à une technique. Ouais. En fait, vraiment, tu as résumé le truc là, cours pieds nus, naturellement. Je pense que le problème, c'est l'optimisation. C'est qu'on veut courir de cette manière-là pour optimiser cette performance. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais en réalité,
est-ce que le bénéfice-risque n'est pas plus important si tu modifies pour optimiser? Il y a 8 milliards d'optimisations possibles. Mais ouais, mais... Ah, c'est vrai. Mais ouais. Et puis tu n'as pas toujours intérêt à vouloir modifier par exemple une technique de course parce que ça peut être délétère à la performance. Ouais. Ça peut être délétère à la performance. Honnêtement, là-dessus, j'ai pas de réponse. J'ai pas envie de dire non, il faut pas modifier. Tu peux pas en avoir. Tu peux pas en avoir. Quand tu vois les pieds, par exemple, des sprinters là, qui ont les orteils là, qui se grimpent dessus, qui ont des pieds de merde, et ensuite, et pourtant c'est les meilleurs sprinters du monde, et on vient de dire ouais, mais lui, il a pas un pied qui est optimal et tout. Bah frérot, t'es sûr qu'il est pas optimal parce que c'est quand même le sprinter le plus rapide du monde, tu vois. Et ouais, ça c'est important. Et pour en revenir à notre exemple du squat, faut pas rentrer les genoux. On va avoir les meilleurs haltérophiles au monde. Alors c'est pas nécessairement un valgus qu'ils ont. Ouais. D'ailleurs. Oui. Souvent c'est plus une rotation de la hanche. De la hanche et du tibia. Ouais. Et non, c'est pas dangereux comme certains pourraient le dire. Ouais. Mais en fait c'est ça le truc. C'est est-ce que si toi tu squattes comme eux, ça va fonctionner? Bah moi je vais te dire c'est que je le faisais pas jusqu'au jour où je me suis confronté à une certaine charge. Et c'est naturel. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ton corps va chercher la force là où il est fort. Ouais. Et là où il est autorisé à le faire. Ça sous-entend que tu as la mobilité pour, que mécaniquement ton corps a accès à ça. Et puis on pourrait même pousser un peu plus loin que ton système nerveux est autorisé à le faire via tous les mécanismes de réflexes archaïques, tout ça. Mais ça, on gardera ce genre de sujet pour le podcast avec Cindy. Évidemment. D'ailleurs, j'espère que Cindy, elle écoute les podcasts en fait. Non, parce que... Ah non, elle écoute pas. Je crois qu'elle écoute pas trop. Elle m'a dit qu'elle écoutait pas trop de podcasts. Punaise, sérieux. Non, parce que quand même, David Nicolas, on l'a reçu sur le podcast, il nous a avoué, quand on est arrivé et qu'on l'a rencontré, il a dit « Désolé les gars, j'ai même pas écouté votre podcast et je me suis même pas renseigné sur vous-même. On va apprendre à se connaître pendant le podcast. » Mais c'était quand même un super podcast. Ah ouais, c'était ultra cool. Si tu l'as pas écouté, tu peux aller l'écouter. Est-ce qu'on clôturait pas ce podcast juste en récapitulant avec les X paramètres, je sais pas combien on en a cité, mais les X paramètres que tu peux moduler pour comprendre qu'il ne faut pas être marié à un exercice mais à des principes. Du coup, position, numéro 1, ouais, position. mais même numéro 1, principe. Comprendre les principes. Ah ouais. Ouais, tu vois. Et ça va venir au fur et à mesure qu'on va alimenter notre série sur les principes fondamentaux. On a déjà sorti la surcharge progressive. Surcharge progressive, principe de spécificité. Ouais. Il y en a d'autres, mais je me rappelle plus les noms, mais bref. On en a d'autres? On en a fait d'autres, ouais. Ok. Donc bah ouais, déjà connaître les principes. Ok. Ensuite, jouer sur la position. Numéro 2, position. Du mouvement. Ouais. Dans l'espace. Ça pourrait être aussi jouer sur l'intensité. Ok. Sur du coup le temps sous tension ou le volume, je sais pas comment tu vas appeler ça. Ouais. C'est pareil, temps sous tension, volume, c'est pareil. Le matériel. Objet à utiliser. Le matériel. La méthode. Ouais, la méthode, ouais. Ça après, ça commence à être vraiment technique. Tu vois, quand tu parles de cluster, tout ça, pas sûr que nos éditeurs comprennent. Mais en tout cas, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à venir. La position, tu l'as dit, mais on a dit la position de l'exercice dans l'espace, mais aussi la position de tes articulations ouais. Dans l'espace. En vrai, on en a déjà dit pas mal. Ouais. Si tu joues sur tout ça, tu verras que la préparation physique, la musculation, comme tu veux, ne se résume pas simplement à pousser de la fonte. C'est au final beaucoup plus complexe et intellectuel que ça en a l'air. Oh, il chante tellement fort, cet oiseau de fou. C'est sûr vous l'entendez. Ouais, c'est sûr vous l'avez entendu. Du coup, juste avant de clôturer, je voulais te donner un devoir à toi qui nous écoute sur le processus Talk. Prends un exercice, peu importe celui que tu veux utiliser, que ce soit le squat, le bench, le deadlift ou même un exercice plus complexe comme l'ATG Speed Squat, comme le bench en unilatéral
Ce que tu veux. Ce que tu veux. Vraiment, tu prends un exercice et je veux que dès la fin que tu as écouté cet épisode ou dès la semaine prochaine, bref, quand tu veux, mais mets-le en place le plus vite possible. Fais un test. Voilà, tu prends un exercice, tu fais un test, un exercice et tu essayes de tenir cet exercice pendant, on va pas être trop gourmand, pendant un mois. Moi j'allais dire 3 semaines, tu vois. Ok, 3 semaines, un mois. Pendant 3 semaines, un mois, tu tiens cet exercice et tu varies tous les paramètres qu'on t'a donnés. Et même... Ouais, vas-y, pardon. Et tu vas voir que tu vas t'impressionner. Je suis sûr que tu vas t'impressionner. Et tu nous écris en commentaire, tu nous écris sur Insta, tu nous fais un mail. C'est exactement On veut avoir ton retour en fait. On veut savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as manié au niveau de la position, de l'amplitude, de l'intensité, de la méthode, de l'objectif, de l'exercice même utilisé. Et fais-nous tes retours. Je suis sûr que tu vas avoir un retour d'expérience impressionnant et que tu vas être ultra content de ça. Fais-nous une petite story où tu nous tags et puis comme ça, on pourra te donner notre avis et même t'aider pour essayer d'aller un peu plus loin dans ta pratique. Et tu sais quoi, Nathan? Je vais même aller plus loin. C'est que là, moi, je suis en fin de cycle sur cet ATG Split Squat. Dès qu'on va finir ce podcast, on va rentrer et moi, je vais faire ça aussi. Je vais prendre un exercice, je vais programmer ma préparation physique. On va élaborer tous les deux ensemble, d'accord? Ça va nous prendre 30 minutes pour élaborer la séance. Et je vais prendre un exercice et je vous le partagerai sur les réseaux sociaux où je vous dirai, bah voilà, j'ai pris cet exercice et je l'ai manié de telle manière avec telle méthode pour tel objectif et vous verrez l'évolution dans le temps. Ok? Voilà. Partagez, laissez 5 étoiles, c'est ça qui nous aide. Un petit commentaire. Ciao! Un bâtard! Janet est un bâtard! Non mais... Elle s'en laisse. Désolé mon gars.